Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 mars 2021 et je viens avec vous commenter, comme je le fais chaque semaine, l'actualité. Je le fais et je le rappelle pour nos nouveaux auditeurs, que je remercie de nous avoir rejoints, je le fais dans une optique écologiste. Mais qu'est-ce que ce mot veut dire exactement ? L'écologie est la seule idée neuve qui ait produit notre temps parce que l'homme se trouve confronté au problème de sa propre maîtrise. C'est-à-dire qu'il a acquis sur le monde une grande maîtrise technique, une grande maîtrise économique, scientifique, beaucoup de connaissances qui accroissent sa puissance. Mais dans le même temps, cela lui pose des défis, des problèmes à sa planète. La maîtrise est une bonne chose, à une condition, c'est qu'on sache maîtriser la maîtrise, ce qui ne veut pas dire l'arrêter, la stopper, mais l'orienter comme tout outil qui doit être utile à la cause du vivant. Donc l'écologie est une idée neuve, et comme toutes les idées neuves, elle est diverse, elle est multiple. Songez à ce que fut le socialisme lors de sa naissance au XIXe siècle, lorsqu'il émergea de la pensée humaine en présence de la misère ouvrière, des enfants dans les filatures et dans les mines, de tous ces problèmes sociaux que posait l'industrie naissante, ces concentrations humaines dans des conditions épouvantables avec des journées de travail sans repos et dans des conditions d'hygiène épouvantables. Les socialismes furent divers. Proudhon et son socialisme libertaire, Marx et son socialisme matérialiste, Bakounine et son socialisme anarchiste, Jules Guesde, Jean Jaurès, beaucoup d'approches différentes, parfois opposées, que de fracas d'idées, première internationale, deuxième internationale, qui n'aimait pas la première, etc., entre les anarchistes de Kropotkin et les socialistes scientifiques des marxistes. Que de débats. Eh bien, l'écologie, qui est une idée neuve, elle aussi, a ses courants. Elle est riche, cette pensée, de sa diversité. Et je dois préciser d'où je parle, car c'est toujours important, quand on commente des faits, de savoir d'où on parle. Les faits, d'abord, je parle toujours des faits, car je crois que toute pensée doit se nourrir du réel, de ce qui est. Et l'écologie que j'entends promouvoir, celle que je défends, celle qui m'anime, c'est l'amour de la vie. C'est le vivant, c'est ce qu'on appelle le biocentrisme. Elle n'est ni plus ni moins extrémiste que les autres tendances de l'écologie. Elle est tout simplement à la racine de cette pensée qui valorise le vivant, là où d'autres doctrines ont valorisé la patrie, un dieu quelconque, le prolétariat, telle ou telle pensée économique. Je mets la vie au centre des valeurs et je commente l'actualité sous l'angle de ce respect du vivant. L'amour de la nature, le respect de la vie humaine, bien sûr, avec le rejet de toute violence, de tout crime, de toute guerre, de tout abrutissement à l'égard des hommes, qui méritent notre empathie. Mais refus de la violence à l'égard des animaux, qui sont des êtres sensibles. Même le législateur français, c'est vous dire, reconnaît le caractère sensible de l'animal. Et puis, le respect de la nature en ce qu'elle est une entité, un fonctionnement. Ce n'est pas, contrairement à ce que nous dit le législateur français, dans la loi 76-629 dont je parlais la semaine dernière, la grande loi française sur la protection de la nature, qui nous dit « Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit ». Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette belle formule, parce que la nature n'est pas notre patrimoine. La nature ne nous appartient pas. La nature n'est pas un environnement. C'est pour ça que je ne suis pas un environnementaliste, parce que l'environnement, c'est quoi? C'est ce qui entoure l'homme, c'est ce qui est autour de l'homme. Et la nature n'est pas autour de l'homme, la nature est par elle-même.
Homo sapiens sapiens, homo c'est le genre, sapiens c'est l'espèce, sapiens c'est la sous-espèce, c'est la race. Bon, si vous voulez, Homo sapiens n'est qu'un genre et une espèce parmi d'autres espèces vivantes. Et en cela, l'homme mérite le respect parce qu'il est un être vivant, et non parce qu'il est, je ne sais quoi, une créature à caractère exceptionnel. Nous sommes exceptionnels peut-être par nos capacités cognitives, mais le faucon pèlerin est exceptionnel par ses capacités de vol. Le guépard est exceptionnel par ses capacités d'accélération. Je crois donc, si vous voulez, que c'est la vie qui est au centre des valeurs et on commente l'actualité au regard de cet impératif. Alors j'en arrive à des questions de fait et d'actualité. Alors, vous avez vu que le président de la République française avait lancé une convention citoyenne en faveur de la préservation du climat. D'abord, très bonne chose que M. Macron, qui est le fils naturel de François Hollande et de Margaret Thatcher, puis qui a tué son père, avant de faire comme Oedipe et d'épouser intellectuellement sa mère, M. Macron, à la différence d'extrémistes de droite comme Trump ou Bolsonaro, ne nie pas, lui, le fait que l'homme, en modifiant la composition chimique de l'atmosphère, modifiait le climat. Donc, il a lancé une opération en faveur du climat, très bien, avec une convention citoyenne de 150 personnes tirées au sort. Et ces citoyens français, je les félicite et les en remercie, ont très bien travaillé. Ils ont fait des propositions, et de ces propositions, le président de la République a extrait une proposition de loi, qui est une loi, puisque c'est le président de la République qui fait les lois, dans notre pays où il n'y a plus de parlement, digne de ce nom en tout cas. Donc le président de la République a retenu un certain nombre de propositions, et les citoyens, 119 d'entre eux, se sont réunis il y a une dizaine de jours, et ont noté les propositions du président de la République, et lui ont attribué la note de 3,3 sur 10. C'est pas brillant, c'est pas brillant. Pourquoi ? Parce que beaucoup des propositions ont été abandonnées sous le poids des lobbies qui exercent une mainmise sur les Thatchériens, sur ceux qui pensent que le marché, la compétition, la concurrence, le libre-échange, l'entreprise privée, privée de quoi ? Souvent de scrupules pour faire des profits. Donc l'entreprise privée, c'est l'horizon indépassable, c'est le temple dans lequel on doit vivre. Bon, bien, ces gens-là, évidemment, ne veulent pas compromettre le trafic aérien. Donc, on n'a pas retenu les propositions de fermeture des lignes intérieures, des lignes aériennes, lorsque on est à moins de 4 heures de distance entre deux villes, 4 heures par le train, puisque le train pollue évidemment un peu moins que l'avion, c'est bien connu. Bon, et puis d'autres propositions qui n'ont pas été retenues. Je constate que si on devait noter le gouvernement français, ce pouvoir actuel, sous l'angle de la préservation de la biodiversité, c'est pas 3 qu'il mériterait, c'est à peine 1, puisque ce sont les chasseurs et la FNSEA qui font encore la politique en matière de préservation, c'est-à-dire de destruction pour eux, de la nature, et c'est eux qu'écoute le gouvernement, le pouvoir actuel. Je ne fais pas là un procès d'intention, c'est un fait. C'est un fait. Pour citer des noms, parce qu'il faut les citer, M. Schramm et M. Coste, les dirigeants de la chasse française, sont plus souvent à côté du président de la République que notre ami Bougrain-Dubourg. Donc c'est un choix qu'il doit assumer et que vous devez connaître. Il faut être responsable de ses actes et pas uniquement de ses paroles, parce que la politique, ce n'est pas que du théâtre. Les théâtres sont fermés, sauf le théâtre politique, parce que là, en fait d'acteurs, ils sont excellents. Mais ce qui compte pour nous, c'est ce qui est concret. Donc, la politique sur le climat proposée par la France, c'est mieux que ce que faisait Trump ou Bolsonaro, mais c'est pas ça non plus. Parce que les lobbies sont là, lobby industriel, lobby agricole, qui freinent et ne veulent pas de mesures concrètes, trop fortes en tout cas. Et puis, j'allais dire, le climato-scepticisme est-il une opinion ? Bien sûr que non. C'est une absurdité, c'est du négationnisme de la science. Pourquoi ? Parce que la modification du climat,
sous l'effet de l'action de l'homme, n'est pas une vue de l'esprit. Il suffit de mesurer la composition chimique de l'atmosphère. Alors j'entends les propagandistes du libéralisme économique nous dire bon, vous savez, il y a toujours eu des cycles sur la Terre de glaciation et de réchauffement. C'est comme ça. Il y a la récession des équinoxes, il y a les phases solaires, etc. Et puis, j'ajouterais que dans 4 milliards d'années, le Soleil va mourir. Quand il aura brûlé tout son hydrogène et qu'il brûlera son hélium, il va tellement s'étendre qu'il va absorber Mercure, la première planète du système, puis Vénus, et qu'il va nous atteindre. Bon, dans 4 milliards d'années, vous voyez, il y a encore du temps. Non, il faut être sérieux. La modification climatique dont on parle, c'est une modification à l'échelle de quelques décennies. Et c'est bien d'origine humaine. C'est bien nos industries et nos rejets agricoles qui modifient la composition chimique de l'atmosphère planétaire en augmentant ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Ça se mesure, ça se quantifie d'une manière très précise. C'est de la science, c'est pas une opinion. On ne peut pas dire on est pour, on est contre, à moins d'être contre ou pour la gravitation ou pour des lois de Mendel. Il y a des lois en science, il faut les connaître. Bon, et les libéraux, les thatchériens extrémistes, comme Trump aux États-Unis et Bolsonaro au Brésil, étaient des négationnistes de la science. D'ailleurs, ces gens-là ont tué des centaines de milliers de leurs concitoyens par leur refus de prendre en considération la science dans l'affaire de la pandémie, dont je vais vous reparler maintenant après la question du climat. Alors, pourquoi ? Parce que ces gens-là, ceux qui servent l'économie et ceux qui refusent la solidarité avec les plus vulnérables, les plus humbles, partent de ce principe que c'est la loi de la jungle et qu'il faut que les plus forts dominent et s'en sortent, et tant pis pour les autres. C'est leur doctrine et ce sont des négationnistes des faits scientifiques. Eh bien, les dirigeants de la planète n'ont pas été capables, dans l'affaire du Covid, de la Covid-19, de vous protéger et de protéger les peuples. Et ça, voyez-vous, c'est quelque chose qu'on peut leur reprocher à tous, parce que c'était assez évident que ce genre d'émergence virale peuvent être d'une grande dangerosité. Mais nos dirigeants, et ça, si je fais le procès aux dirigeants français, je le ferai tout autant aux autres dirigeants de la plupart des pays, sauf quelques-uns dont je vais parler, mais la plupart ont commis des fautes graves au printemps 2020. Il ne fallait pas laisser sortir le virus de Chine. Il ne fallait pas ramener des gens par avion, accompagnés de militaires qui après partaient en permission et propageaient le virus partout. Il ne fallait pas, quand il y avait les premiers cas, en mars 2020, dire, comme nous l'entendions à longueur de journée dans les médias, « Si vous êtes malade, restez chez vous, isolez-vous. Faites attention. » Alors, c'est pas sérieux. Il fallait les tout premiers cas exfiltrer de la société, les gens malades pendant une dizaine de jours, une quinzaine de jours, les installer dans un hôtel, ravitaillés, entretenus par des gens en scaphandre. Un virus, c'est grave. Un virus, vous voyez, on ne vit pas avec, on meurt avec. Et des centaines de milliers de gens sont morts en Europe, 2 600 000 dans le monde, par l'indigence intellectuelle, scientifique des dirigeants planétaires, qui au départ n'ont pas pris les mesures qu'il fallait, c'est-à-dire des mesures radicales. Je félicite la Nouvelle-Zélande, Taïwan, le Vietnam, quelques pays d'Asie, d'avoir compris cela, d'avoir compris qu'on ne vit pas avec un virus. Avec un virus, on meurt. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fermé leurs frontières, et dès qu'un cas apparaissait, c'était le blocus total. Et on retire le porteur du virus de la société pendant quelques jours, non pas pour le maltraiter, un malade n'est jamais un délinquant, mais on le met dans un hôtel, on le choye, on le protège, et on protège la société. Et on ne dit pas, comme les Diafoirus l'ont dit en France, « Restez chez vous, isolez-vous. » Isolez-vous avec vos enfants, votre conjoint, vos parents, vos amis, et puis allez vous ravitailler, que l'on vous ravitaille.
absurde et criminel. Criminel car ça a tué 100 000 Français. Et ça en a soumis des centaines de milliers d'autres à la torture de la réanimation. Et tout ça, voyez-vous, c'est parce que nos dirigeants ont un vernis de culture que je connais bien, celle des grandes écoles type Énarque ou autres, où on apprend des choses futiles à répéter, mais où on ignore tout des questions scientifiques. D'où, d'ailleurs, le mépris que ces gens-là ont pour la nature qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la nature. Ils ne savent pas ce que c'est. Et bien sûr, ils ne connaissent rien à la biologie et à la médecine. Et c'est pour ça que la société est confrontée, depuis 1 an, à une pandémie qui aurait pu être jugulée au départ et circonscrite uniquement à la Chine qui, elle, a su s'en tirer, par des mesures certes radicales, mais vous savez, la radicalité est parfois utile pour obtenir un résultat. Depuis 1 an, des gens souffrent, des gens sont morts, et c'est d'abord à eux que je pense. Et des gens souffrent, c'est d'abord à eux que je pense. Souffrent physiquement. Et puis il y a ceux qui souffrent parce qu'ils sont privés de petits jeux, de petits plaisirs, de petits amusements, ou privés de perte d'argent, ce qui évidemment est tout à fait regrettable. C'est triste, c'est un peu moins triste, mais c'est triste quand même. Donc si vous voulez, tout ça c'est dû à l'incurie des dirigeants, pas que des dirigeants français, mais des dirigeants de la planète, qui ne savent pas qu'un virus c'est redoutable et que nous ne sommes pas armés pour y résister. Est-ce que ça leur servira de leçon la prochaine fois? Ben, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr qu'ils comprennent que le jour où émergera un nouveau virus quelque part, ils devront isoler complètement le foyer, mais l'isoler totalement, le temps que la question n'est pas réglée, le temps qu'on n'a pas circonscrit le problème, ne pas faire d'échange, car le virus ne voyage pas dans les nuages. C'est l'homme qui en est le vecteur, qui est le transporteur du virus. Donc il ne fallait pas faire ce que les gouvernants ont fait et qui a été d'une légèreté blâmable. Mais parce que ces gens-là, vous savez, on dit parfois que dans l'éducation nationale, les grincheux, les déclinistes, vous savez, les conservateurs qui aiment tant le passé et qui crachent sur le présent et sur l'avenir, le niveau baisse dans nos écoles. Eh bien, je n'en suis pas si sûr, je vous en parlais un petit peu parce que ça m'intéresse. Mais dans le domaine de la politique, oui, on manque de Jean Jaurès ou de Georges Clemenceau, on manque de gens de cette trempe, le niveau baisse indéniablement. C'est vrai, le niveau baisse en politique. Et nous avons un personnel politique qui est assez souvent médiocre, il faut le dire, intellectuellement et moralement. Il y a sans doute des exceptions, je ne veux pas être trop méchant, mais c'est vrai que le niveau baisse. Alors, est-ce que le niveau baisse dans nos écoles? Non, je ne le pense pas, parce que moi qui m'intéresse à la formation de la jeunesse actuelle, au programme, c'est vrai que les connaissances de notre temps ne sont plus ce qu'on enseignait il y a 60, 70 ans, 100 ans, et les grincheux, les réacs, les vieux, bon, sans désol. Au quartier latin, on ne parle plus guère latin. Le latin, le grec, oui, ça reste folklorique. Et c'est vrai que les classiques sont un peu ignorés. Si maintenant vous dites à un lycéen qui va étudier la semaine prochaine Racine et Corneille, il pense que vous allez leur faire un cours sur la biologie végétale et sur l'ornithologie. Bon, mais le niveau scientifique, par contre, des études secondaires est bon. Mais il est même excellent, il est même d'un très 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 haut niveau. Et je ne suis pas de ceux qui ont cette nostalgie du passé en disant maintenant rien ne vaut plus rien, tout est dévalorisé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et étant un scientifique, un écologiste biocentriste, j'allais dire ce qui importe justement, c'est le développement de nos connaissances. Et ça, voyez-vous, je vous parlais des différents courants de pensée dans l'écologie. On a des courants gauchistes, on a des courants un versant droitier de l'écologie. Autrefois, c'était formidable, tout était bien. Puis un courant, au contraire, de dynamiter tout dans notre époque. Et puis un courant phobique, peur de la technologie, peur de ce qui est nouveau, des OGM, des vaccins, de je ne sais quoi. Bon, la peur. Et la peur n'est jamais une bonne solution. Face à un problème, quel qu'il soit,
Prenons l'exemple des OGM, j'en ai souvent parlé. Je n'ai absolument pas peur des OGM. Je n'ai pas peur de grand-chose, d'ailleurs. Bon, il ne faut pas avoir peur. La peur, ça c'est les enfants qui ont peur. Mais les OGM sont mauvais lorsque ces organismes génétiquement modifiés visent à permettre à des firmes de mettre davantage de poison dans les champs. Si vous créez un OGM pour supporter un herbicide, vous faites une œuvre négative, parce que vous œuvrez contre la diversité du vivant. Mais c'est le but qui est mauvais, c'est pas en soi l'OGM, c'est tout simplement négatif parce que l'usage que l'on fait de cette connaissance, de cet instrument, est un usage mercantile. C'est pour le profit de quelques parasites sociaux que sont les capitaines d'industrie, les actionnaires, qui veulent faire de l'argent à tout prix, au besoin en détruisant la planète. Ces gens-là me font penser à la formule de La Bruyère. S'ils vous vendaient une corde, ils se battraient pour vous la vendre, même si la corde servait à les pendre. Bon, mais certains sont prêts pour faire de l'argent à tout détruire. Eh bien, ce que je reproche à certaines technologies modernes, c'est pas d'être ce qu'elles sont. Elles peuvent être excellentes si elles sont au service de la vie et si elles servent à faire reculer la souffrance et la mort. Mais ce que je leur reproche, c'est d'être au service du profit de quelques-uns et au détriment de la nature. Donc l'OGM en soi, c'est un exemple que je prends pour vous montrer mon raisonnement et ma différence peut-être avec certains écologistes phobiques qui ont peur de tout ce qui est nouveau et de tout ce qui est scientifique. Non, il ne faut pas avoir peur. Au XIXe siècle, ces gens-là auraient eu peur de l'électricité ou des trains qui feraient tourner le lait des vaches, ou l'électricité qui serait le diable. Non, il ne faut pas avoir peur des choses, il faut voir l'usage que l'on peut en faire. Mais la science peut nous apporter des réponses à beaucoup de choses. Et nous sommes en train de vivre, et ça c'est intéressant, il y a des choses positives, vous voyez, dans ce monde, la troisième révolution de la médecine. On a eu un temps où la médecine, je pense au XVIe, XVIIe siècle, c'était la chirurgie, c'était Ambroise Paré, on coupait, on enlevait, c'est tout. Il valait mieux pas avoir affaire aux médecins du temps de Molière, c'est bien connu, qui hâtait plutôt la mort du malade qu'autre chose. Et puis on a eu au XIXe siècle une première révolution médicale avec l'apparition d'une médecine plus scientifique et la pharmacopée, c'est-à-dire qu'on a trouvé des molécules chimiques qui ont permis de vaincre certaines maladies. Beaucoup de maladies ont été vaincues. La médecine gagne bien des batailles maintenant, même si elle finit toujours par perdre la guerre, comme je le dis. Elle perd la guerre puisque les gens meurent. Bon, mais c'était une grande révolution tout au cours du XIXe et XXe siècle, où on a découvert des molécules précieuses, antibiotiques, ou en psychiatrie, certaines molécules pour tranquilliser les gens, pour calmer, pour rendre le moral, etc. Bon, c'est ce que j'appelle les chimiothérapies. Et nous sommes en train de vivre la troisième révolution de la médecine, qui est la biomédecine, c'est-à-dire qu'on va pouvoir non plus soigner, comme le faisait Ambroise Paré, en coupant, ou comme le faisait la médecine jusqu'à maintenant, en ingérant des molécules chimiques, mais tout simplement en agissant sur les cellules. C'est la thérapie génique, et c'est ce qui est en train de se produire d'ailleurs contre la Covid, où deux des vaccins actuellement sur le marché, le Pfizer et le Moderna, sont des vaccins à ARN qui, demain, ce type de vaccin servira à vous vacciner contre les cancers. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, c'est une révolution médicale. Il ne faut pas en avoir peur. Là aussi, tout dépend de l'usage que l'on fait d'une technique et d'une connaissance. Si on met une technique et une connaissance au service de la vie, c'est une bonne chose. Si on le met au service de la mort et du profit, c'est une mauvaise chose. Alors, vive la révolution médicale, la révolution biomédicale, mais la grande révolution qu'il faudra faire, c'est arriver à guérir chez l'homme la pulsion de mort, la pulsion de violence. Et cette violence, vous la voyez partout, tous les jours, dans vos actualités. Les hommes restent cruels. Ce sont de bien méchants animaux. Combien sont-ils méchants les uns envers les autres? Tous les jours, vous entendez cela aux informations. Et le monde est plein de sang. Et la chasse continue. Et la corrida. Et les guerres. Et les assassinats. Mais enfin, quand Homo sapiens deviendra-t-il vraiment sapiens? Quand apprendra-t-il à se respecter lui-même,
en respectant les autres et en respectant la nature. Voilà le message que je voulais vous faire passer, mes amis, aujourd'hui. Je tiens à vous remercier de diffuser ces petites chroniques. Je remercie Isabella et Bénédicte du concours qu'elles m'apportent. Et je vois que nos chroniques se diffusent de mieux en mieux. Allez, on va gagner la bataille des idées. On va gagner la bataille des idées pour que la mort recule, que la violence, que la méchanceté recule. À la semaine prochaine, mes amis.